Bonjour à tous. Je suis ravi de vous accueillir ici au détachement R181 pour cette édition du forum Aeroplace. Bienvenue à vous qui êtes dans la salle, bienvenue à vous qui nous regardez derrière vos écrans sur notre plateforme technique, notre plateforme Aeroplace. Nous inaugurons cette année un nouveau type de format, un nouveau type de configuration pour ce forum qui était au départ un forum des métiers, qui est aujourd'hui devenu aussi un forum professionnel qui permettra, je l'espère, de faire émerger de nouvelles idées, de nouveaux projets autour de cette filière aéronautique qui est en cours de structuration. Il y a toute une effervescence autour de cette filière aéronautique, autour de l'association Aérotech, avec des nouveaux projets qui émergent dans le domaine du New Space, de la mobilité décarbonée, de la déconstruction, de la maintenance, du recyclage. Beaucoup de projets et on aura l'occasion pendant ces 2 jours de faire un tour d'horizon le plus complet possible, je l'espère. Nous allons passer en revue pendant ces 2 jours une vingtaine de projets, des projets qui seront, alors on appelle ça des mini-conférences, mais je pense que mini-conférences, c'est pas leur rendre hommage parce que c'est des projets qui peuvent être extrêmement structurants pour le territoire. Il y a beaucoup à y gagner. Ce programme dense, ce programme riche nous engage aussi, nous engage à tenir les temps de parole. Je vais m'y astreindre. Il va falloir qu'on soit le plus rigoureux possible pour pouvoir faire parler tout le monde. Vous aurez aussi la possibilité d'échanger avec nos intervenants, que ce soit en posant les questions dans la salle ou que ce soit vous derrière vos écrans. Vous avez un petit onglet, posez vos questions. N'hésitez pas à l'utiliser. Les questions arriveront sur ma tablette, c'est moi qui les répercuterai. Voilà, donc je pense qu'on peut démarrer. Pensez à éteindre vos portables, bien sûr, pendant toute la durée de cette conférence. Nous allons démarrer, première conférence de ces 2 jours, avec Nicolas Villeneuve et Thierry Mercier pour le projet Dragon. Donc Thierry Mercier, je vous présente, pilote de drone et de planeur, expert en drone et météo pour le SDIS, président de l'association Colibri. Et vous, Nicolas Villeneuve, donc de l'Observatoire volcanologique Piton de la Fournaise, docteur en géophysique interne de l'Institut de physique du globe de Paris, spécialiste des risques volcaniques. Et donc votre projet, c'est mutualiser des véhicules aériens pour les services publics. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce projet Dragon à l'intitulé si évocateur? Oui, bonjour l'auditoire, bonjour tout le monde. Alors, effectivement, déjà, ça a été très bien pitché, merci Guillaume. Par ailleurs, durant le discours officiel, Maya Césari, qui représentait la région, a très bien, elle aussi, parlé d'un projet qui pourrait émerger un peu de ce projet Dragon, effectivement. Donc le projet Dragon, c'est pour les mots-clés déploiement, recherche, aéronef, groupement, observatoire et national. Je vais le décliner par pour qui, pourquoi, avec un léger petit focus qui suis-je, pour comprendre un peu peut-être la légitimité à présenter ce projet, et puis comment, avec un focus de quelques solutions. Pour qui? Mais très naturellement, en fait, la mutualisation des drones pour tous les services de l'État, dedans, on y reconnaît les services de l'État, les plus institutionnels que sont la gendarmerie, la police, le SDIS. On le décline aussi sur des actions même de police, qui peuvent être le parc national, que peut être l'ADAL. Et puis, d'une manière plus globale, il y a le BRGM, il y a l'OVPF, il y a le CNRS. Il y a beaucoup de projets qui pourraient tourner autour d'une mutualisation des drones. Et par ailleurs, pour qui aussi, il y a une liste non exhaustive de partenaires potentiellement intéressés, alors qui seraient peut-être là reconnus davantage pour de l'aménagement du territoire. Donc, pourquoi? Pourquoi? Le maître mot pour moi, c'est mutualiser. C'est tout d'abord rentabiliser les coûts d'investissement, mais aussi de fonctionnement. C'est avoir en permanence une équipe de pilotes très expérimentés et motivés. Grâce aux nombreuses missions multispectrales, c'est aussi utiliser du matériel opérationnel de haute technologie, impossible à stocker ou remiser sur des périodes de trop longue durée. Et puis par ailleurs aussi, ce genre de matériel ne peut peut-être pas se prévoir juste dans un petit service. C'est forcément des gros budgets. Et puis tout naturellement, c'est éviter les gabegies. Pourquoi le drone? Alors le drone est le meilleur outil pour obtenir des angles de vue insolites, spectaculaires. Le drone permet de voler à basse altitude et dans des endroits exigus lorsqu'ils sont difficiles d'accès.
Il est plus pratique, il est plus économique, plus écologique que l'hélicoptère, l'avion ou l'ULM. Et puis il permet de réaliser des photos ou des vidéos aériennes dans des endroits inaccessibles. La mise en œuvre est extrêmement simple, elle est rapide et limite bien entendu les risques aux personnes ou éventuellement aussi aux nuisances sonores. Donc le drone est électrique, il est sans émission de CO2 et donc respectueux de l'environnement et donc on y va justement progressivement dans tout cela. Le drone est précis dans son positionnement géographique et dans sa hauteur. Et il ne faut pas oublier, nous sommes à La Réunion et le faible trafic aérien permet à La Réunion, plus que partout ailleurs, de mettre en place en coordination avec la DGAC des solutions aériennes optimisées et avec donc le drone. Alors pourquoi ? Alors toute La Réunion a été marquée en 2017 par la disparition du gendarme Mathieu Casergue, en juin 2017 pour être plus exact. Et j'ai été affecté comme de très nombreux Réunionnais. Et le matériel de Colibri a servi pour les recherches, mais j'avoue que dans mon petit coin, je râlais un peu parce que le matériel que nous avons à La Réunion n'est pas optimal pour ce genre de choses, mais on a fait au mieux. Et puis avec le directeur de cabinet de cette époque et, et la direction de l'état-major de zone, j'ai été sollicité et puis on a commencé à voir certaines missions possibles. Donc il y a de la reconnaissance et de l'évolution, de la surveillance de sinistres, il y a des niveaux de cours d'eau, enfin il y a beaucoup de missions. Ceci dit, je sais que nous sommes enregistrés, donc en fait il y a beaucoup d'informations qui pourront être lues et relues en replay par les personnes qui nous regardent. Donc comme je vous disais, à l'époque le colonel de gendarmerie nous avait fait un petit remerciement, mais quelque part le Mathieu Casergue, on n'en saura jamais rien malheureusement. Donc en fait un focus, qui suis-je ? Alors, pour donner un peu de légitimité à ce projet, sachant que je suis avant tout un citoyen engagé et un bénévole dans l'action, où je mettrai tout mon temps et toute cette énergie à ce projet-là, en essayant de réunir tout le monde. Alors je suis depuis peu indépendant de mon ministère de tutelle, je suis un engagé citoyen comme je vous le disais, puis en 1986, j'ai participé à une première mondiale, le projet SAR, vous verrez par ailleurs tout à l'heure de quoi il s'agit, puis j'ai été prévisionniste aéronautique à Météo France, télépilote, drone, président de Colibri, pilote et instructeur, et puis plein d'autres choses comme ça que vous aurez tout loisir de lire forcément. Donc là, je décline toutes les attestations et tout ça, ce qui vous permettra de faire un tout petit peu l'état des lieux. Alors je vous disais tout à l'heure une première mondiale, effectivement en 1986, Météo France avait remplacé ses frégates météo stationnaires pour faire du radiosondage et j'étais le tout premier à partir sur ces cargos embarqués. Donc c'était quand même un sacré challenge, donc j'ai quand même à cet actif-là. Puis bon, tous mes certificats d'aptitude, de pilote, etc., etc. Ceci, c'était en 2018. Colibri avait alors exposé, et puis il y avait monsieur le préfet qui était venu voir un tout petit peu ce que nous faisions. Voilà le SDIS, qui effectivement, depuis 2018, j'ai été nommé par le préfet officier expert en drone et en météo. En métropole, pour aviation et pilote et pour les forums aéronautiques, et entre autres à Toulouse, à Aeroscopia, j'ai été et je pourrais être même prochainement encore conférencier pour le drone. Donc j'espère aussi en métropole exporter tout notre savoir et toutes nos connaissances ou tous nos projets en tout cas que nous essayons de mettre en place à La Réunion. Voilà. Depuis peu, la DGAC et le rectorat étaient venus me voir et en fait ensemble nous avions porté le projet Aérobus qui actuellement Aérotech OI est en train de continuer à porter. Voilà. Alors Claude Lelay qui a été le premier pilote de l'A380 et qui a été le directeur des essais en vol à Airbus de l'A380 et Sébastien Nativel que nous connaissons tous à La Réunion qui est pilote Rafale et qui a été démonstrateur pour l'armée de l'air du Rafale, soutiennent les projets de Colibri. Je voulais l'indiquer. Et par ailleurs aussi, le CEREMA, qui est un organisme qui est en métropole, travaille sur le logiciel Big Mac. Et ça aussi, je voulais le souligner. J'espère y faire ici le portage de ce logiciel Big Mac, qui est un logiciel de l'IGN,
avec l'université. On a commencé d'ailleurs avec Nicolas de s'y intéresser plus particulièrement. Donc c'est aussi l'excellence de l'hygiène qu'on voudrait amener à La Réunion. Et je voulais quand même faire un petit focus sur Colibri, dont je suis le président. Colibri est la première association de France qui est consacrée aux planeurs et qui n'a pas de planeur. Donc on est affilié à la Fédération française de vol en planeur avec des simulateurs, avec des interventions dans les classes de brevet d'initiation aéronautique dans les collèges et lycées. Alors revenons un tout petit peu à nos moutons. Alors comment? Alors l'île de la Réunion doit s'équiper de manière autonome de systèmes permettant de nombreuses missions dévolues au service de l'État. Donc il y a des outils d'expertise, d'analyse, d'aide à la décision qui sont aujourd'hui nécessaires et surtout, elles sont disponibles. L'objectif, c'est de mutualiser pour tous les services publics dont les besoins sont l'acquisition de données ou d'images aériennes. Ce serait au profit d'activités de sécurité, de police, de réglementation, mais aussi d'expérimentation, de cartographie ou de SIG. Alors comment? J'espère réunir tous les acteurs sous la gouvernance de Monsieur le Préfet, représentant de l'État. Ce serait décider collectivement des besoins et du fonctionnement. Ce serait vous présenter des solutions techniques et administratives déjà existantes. Alors quelques chiffres, un budget de plusieurs centaines de milliers d'euros, un rayon d'action de plus de 50 km, une autonomie de plusieurs heures et une équipe multidisciplinaire où d'ailleurs au profit d'Action Police, il y a effectivement déjà des pilotes expérimentés qui sont gendarmes ou policiers ici, au SDIS, et puis il y a d'autres organismes qui pourraient aussi prétendre à rentrer dans ce cluster. Alors là, je ne vais pas m'étendre, c'était juste pour vous montrer, figer quelques caractéristiques de moyens techniques. Donc voilà, il y a ici la possibilité de mettre en place des drones avec des rayons d'action de plus de 50 km, des autonomies de plus de presque 3 heures, des plages de vol de 0 à 3000 mètres d'altitude, des vitesses de croisière de plus de 30 nœuds. Ça peut, en conditions météo, voler avec quand même des conditions météorologiques dégradées, avec de la pluie modérée. Donc ça reste quand même de la technologie assez avancée. Juste, je vous coupe là parce qu'on a une question très intéressante sur les solutions techniques justement sur lesquelles vous misez. Est-ce que Colibri va proposer des drones sur mesure? Est-ce que vous avez des drones qui seront développés spécialement pour ces missions spécifiques? Alors moi je fais appel à tout justement l'excellence à la réunion de tous les constructeurs qui sont d'ailleurs ici présents. Le projet, pour moi et puis Nicolas qui suit dans ce projet, c'est de réunir tous les acteurs des utilisateurs. Et c'est nous qui mettrons finalement le cahier des charges aux constructeurs et non pas l'inverse, parce qu'il y a des constructeurs, ils font de bien belles machines, mais si on ne sait pas les piloter ou si on n'a pas l'argent pour les acheter, il y a finalement peu d'intérêt. Donc il y a des vols de nuit possibles, il y a forcément des capteurs dans du spectre visible, de l'infrarouge, enfin il y a beaucoup de choses de possibles. Donc ceci, vous pourrez en avoir la lecture, comme je vous disais, en replay, d'où l'avantage. De bien belles images avec des reconnaissances avec du drone. Donc j'avoue, ça c'est plutôt visé sur des missions de police. Autre solution aussi, alors j'ai été contacté par un ami en métropole qui lui développe du ballon dirigeable, donc aérociel. C'est aussi des solutions qu'on mettra sur la table. Mais encore une fois, il faut que nous décidions collectivement, et c'est bien ça l'intérêt, il faut se voir autour d'une table pour pouvoir voir quelles peuvent être les solutions envisagées pour tout le monde. Donc la Réunion est une terre d'excellence, de créativité, de singularité. Alors votre participation active, votre collaboration seront les clés de la réussite de Dragon. Alors merci pour votre attention et un big up tout particulier à Stéphane Guyard et à Nicolas Villeneuve qui est ici présent et qui va bien entendu prendre le relais. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, moi, je suis là, c'est véritablement Thierry qui a les clés du camion. Moi, je suis de l'université, comme vous le disiez tout à l'heure, et de l'observatoire, et on est opérateur drone parce qu'on a des vrais besoins, et je viens ici pour formuler ces besoins, et nous sommes en attente d'une solution qui est portée, bien évidemment, dans ce projet. Alors, nous, typiquement, on est plusieurs télépilotes formés et diplômés à l'observatoire et à l'université. Et nous avons besoin, en géosciences en général, de relever un certain nombre de paramètres sur le terrain, de suivre les phénomènes pour mieux les comprendre et enfin de souvent cartographier les phénomènes. Je parle principalement de risques naturels puisque c'est l'objet de mes études.
Et pour ce faire, évidemment, il y a une ressource locale, mais systématiquement, cette ressource dans les laboratoires universitaires, à l'observatoire, mais également dans les services de l'État, c'est une ressource de tout petits moyens, de tout petits vecteurs aériens qui ne peuvent pas aller très loin et qui peuvent simplement, qui ne coûtent pas cher bien entendu, hein, qui sont des outils que tout le monde aime manipuler, mais ça ne suffit pas et c'est ce que je veux montrer très rapidement ici. Donc nos recherches dans le monde de la géoscience, ça va être des recherches pour des gaz par exemple, lorsqu'il y a une éruption sur le volcan, il y a des panaches de gaz, aller quantifier les concentrations, aller savoir les directions de ces panaches pour la sécurité civile, pour la sécurité aérienne également. C'est très important. Il y a à l'observatoire des développements. Ici, vous avez des images de drones qui ne fonctionnent pas ici, mais les collègues de l'observatoire développent actuellement des solutions techniques, mais qui n'ont pas la capacité d'aller très loin. De même, nous faisons des études sur le magnétisme au sol. Bon, là, vous avez un petit exemple, je passe rapidement. Il y a aussi des solutions pour la thermographie, pour savoir les bilans de volume, les flux des coulées de lave, mais encore pour savoir la température de ces coulées, ce qui est nécessaire pour l'introduction dans des modèles physiques pour comprendre où vont aller et à quelle vitesse vont aller les coulées de lave. Mais tout ça sont des produits qui aujourd'hui sont des produits de catalogue, produits étagères, mais qui ne répondent pas exactement aux besoins. Alors, de même, pour de la topographie, il y a des solutions techniques, mais qui, encore une fois, ne répondent pas aux solutions. Pourtant, nous les utilisons aujourd'hui pour faire des restitutions en 2-3 dimensions, des coulées de lave, des cônes de lave, et ainsi de suite. Je passe rapidement. En revanche, aujourd'hui, nous sommes obligés, parce qu'une coulée de lave, c'est 8 km, une coulée de lave, c'est 10 millions de mètres cubes, une coulée de lave, en longueur, 10 km, bien sûr. Une coulée de lave, c'est un dénivelé sur le volcan, c'est des altitudes allant de 2500-2600 mètres jusqu'au niveau de la mer. Et bien sûr, les drones, dans ces conditions, ne peuvent pas voler. Nous ne pouvons pas aller aussi loin. Alors, nous utilisons tout un tas de vecteurs aériens qui nous sont rendus disponibles, soit gratuitement, comme l'hélico de la SAC de temps en temps, ou sinon des moyens commerciaux, ou encore des satellites. Et là, pour le coup, nous arrivons à restituer ce que nous souhaitons, c'est-à-dire des topographies pour calculer des volumes, prédire, prévoir ou enregistrer des éboulements, alors qu'il s'agisse du piton de la Fournaise ou encore des départs d'érosion le long des falaises d'Amafat ou autres. Quelques représentations ici pour vous montrer la légitimité quand même de notre travail et de la qualité des restitutions. Alors, tout un tas de travail aussi sur l'archive, bien entendu, mais ceci, dans des prospectives, que ce soit pour quantifier les coulées de lave ou autres, sont limités parce que, bien sûr, il faut mettre un scientifique à bord d'un aéronef, il faut avoir notre disponibilité, les moyens pour faire voler un hélico. Et tout ça, en fait, il n'y a pas de honte à ne pas être le technicien d'acquisition, à être simplement celui qui traite la donnée par la suite et apporte aux décideurs des solutions liées à sa thématique de recherche. On ne peut pas être partout à la fois. D'où l'idée, si vous voulez, de suivre l'initiative de Thierry Mercier, parce que cette initiative permet effectivement, en cas d'urgence, de couvrir des distances beaucoup plus grandes que ce qu'on peut faire actuellement avec nos niveaux de formation et nos matériels. Mais nous ne pouvons pas aujourd'hui répondre instantanément à une crise volcanique, une crise suite à un débordement des eaux, un grand éboulis ou des choses comme ça. Alors bien sûr, les laboratoires, bien sûr, les opérateurs sont capables de faire ponctuellement des choses. En revanche, nous, ce qu'on a en tête, c'est plus une éruption, si je parle du volcan, une éruption à 19h, vous voyez, où il y a très peu d'avions de ligne qui passent, surtout dans cette zone-là, il n'y en a carrément pas. La capacité de faire voler un engin qui couvrirait 100 km² de l'enclos très rapidement, puisque ces engins peuvent voler à plus de 100 km/h, couvrirait les 100 km² du volcan très rapidement, de façon à faire émettre une première cartographie de l'événement, localiser les vents, voir les températures de la lave, mais également voir s'il n'y a pas des résurgences de chaleur ailleurs sur le volcan qui peut-être nous permettraient de prédire l'ouverture d'une fissure supplémentaire. Voilà, tout ça fait partie d'un tout. Nous n'avons pas aujourd'hui ni les compétences, ni les capacités techniques, nous, en tant qu'opérateurs géosciences, pour répondre à ces questions. Je voulais faire assez vite, je sais que le temps nous est compté, donc je vais pas aller plus loin. Je pense que tout est dit ici. Nous sommes plusieurs laboratoires, nous sommes plusieurs structures, j'imagine,
à savoir faire, mais à ne pas pouvoir aller plus loin que ce qu'on fait aujourd'hui. Et là, actuellement, il y a véritablement une niche dans laquelle il faut qu'on aille pour travailler. Et Thierry est le porteur idéal de ce genre de choses. Merci Nicolas. Moi j'avais une petite question justement aussi sur ces contraintes techniques. Alors, on a bien compris l'intérêt que peut avoir ce type d'outils mutualisés pour l'Observatoire volcanologique. Qui d'autre est-ce qui pourrait être intéressé? Quelle d'autres structures pourraient être intéressées? Quel type de solution vous pourriez apporter pour un peu porter cette vitrine de mutualisation? Alors les deux slides, les premières slides avec qui je disais avec qui, parce que déjà j'ai déjà travaillé pour le Parc National, il y a la DEAL, il y a plusieurs organismes qui sont demandeurs de ce genre de choses. Et pour être opérationnel, il faut vraiment une équipe constituée, pas... alors c'est vrai que nous sommes tous des grands enfants, on a tous très certainement chez soi un petit drone et par extension on a envie de faire du drone même au boulot. Mais on se rend vite compte qu'on est limité d'abord parce que le matériel... ultra pro ne se pilote pas de la même manière, n'a pas les mêmes conditions, donc il faut de la formation particulière et on ne peut pas voler une fois de temps en temps, il faut une vraie équipe constituée, de l'ensemble d'ailleurs de tous les secteurs, mais une équipe constituée. J'ai des solutions que je porterai bien entendu à d'autres niveaux pour savoir comment je verrai les choses. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il faut des personnes qui soient en capacité de répondre immédiatement, principalement pour la sécurité, principalement pour le volcan, parce qu'effectivement, on ne peut pas répondre en se disant, bon, le volcan, il va peut-être péter dans 3 jours. Non, à 19h, clac, il y va. Si je peux me permettre de t'interrompre, pour répondre à votre question, Guillaume, en gros, c'est tous les gens qui aujourd'hui ont fait l'acquisition d'un drone dans des services et qui sont confrontés aux mêmes problèmes que nous, c'est-à-dire à des problèmes, 1, de disponibilité des équipes, 2, de compétences, parce qu'on ne peut pas se dépasser si on reste dans la légalité, si on reste dans la légalité, parce que tout le monde ne peut pas rester, forcément, c'est très contraint la légalité du drone. On est vraiment contraint dans des zones, typiquement, prenons le Maïdo, si vous décollez au Maïdo, vous avez devant vous une marche de 1200 mètres, vous êtes hors la loi, puisqu'un drone ne peut pas voler au-dessus de 120 mètres. Or, avec des gens qui seraient des professionnels, qui auraient le temps de rédiger les demandes d'autorisation spécifiques, avec des gens qui sont capables de voler loin, qui sont capables de voler haut, qui ont non pas une qualification drone, mais une qualification pilote d'aéronef. C'est ce qui est demandé dans le scénario S4 actuel et le scénario expérimentation de demain européen. Là, ça, ce n'est pas donné à tout le monde de le passer, en temps du moins, et en moyens. Donc laissons les professionnels le faire. On a quelqu'un qui nous propose ceci, et nous, on se greffe derrière lui, et c'est bien sûr, à regret, nous ne jouerons pas avec les manettes, parce que c'est quand même très, très satisfaisant de pouvoir faire voler son propre drone, bien entendu, mais nous bénéficierons de belles images et de belles choses. Donc cette mutualisation porte plus sur les compétences humaines que sur l'outil drone en lui-même, puisque... c'est plus de 100 000 euros un drone comme ça. Mais justement, la question c'est, vous avez des besoins spécifiques avec un type de drone particulier. Est-ce que demain, si vous mutualisez avec d'autres organismes, ces drones pourront avoir la même utilité? Alors, il y a des drones, effectivement, dont le support est interchangeable, déjà d'une part. Et puis, ce que nous proposons, ce n'est pas d'avoir un drone, mais d'avoir une flotte de drones qui répond à l'ensemble des choses. Mais par contre, la mutualisation de l'équipe saura aussi faire voler tous ces drones-là en opérationnel. Et c'est là aussi l'intérêt. Donc, on peut effectivement, pour pouvoir répondre à tous les objectifs et à toutes les demandes, peut-être avoir plusieurs drones sur étagère, mais en tout cas, ce qu'il y a d'important, parce que même au niveau réglementation, il y a un annexe et un manuel d'exploitation qu'il faut tenir à jour, il y a beaucoup de choses administratives à tenir à jour, et c'est compliqué. Il y a une convergence des besoins, de toute façon. D'accord ? C'est très rare d'avoir quelque chose de très différent. Vous avez des besoins en optique, donc en caméra optique, en caméra infrarouge, bien sûr, pour les recherches, pour le volcan. Vous avez des besoins parfois de récupérateurs d'aérosols, que ce soit marins, volcaniques. Voilà, tout le monde va s'y retrouver. Après, il y aura peut-être des demandes très très précises. Ce ne sont pas des drones qui vont faire du dépôt. Ça, c'est pas possible. Les petits drones actuels font des choses comme ça. Ceux-ci sont des drones trop rapides, c'est des ailes volantes. Mais malgré tout, il y a très probablement des choses très communes qui vont arriver très vite sur la table. Très bien. Dernière petite question qui nous est posée par Stéphanie donc sur la plateforme Internet. Comment gérer les nuisances sonores ? Justement, on y répond complètement, puisque les drones sont quand même relativement très silencieux.
et respectueux de l'environnement, puisque c'est de l'électrique, et puis surtout les ailes, les drones à ailes volantes, donc qui ne sont pas des multirotors. C'est franchement très silencieux. Je crois que vous ne vous rendrez même pas compte qu'il y a un drone qui vous survole. Juste pour rajouter quelque chose, là on n'est plus dans du drone, on est dans du drone qui vole dans un milieu aérien, donc au-delà de 120 mètres d'altitude. Avec des moteurs électriques, vous ne l'entendez pas. Ce qui est gênant, effectivement, c'est sur la plage, quand vous bronzez, que vous avez un drone qui passe à 10 mètres au-dessus de vous, qui est dans l'illégalité totale, mais qui vole dans son espace aérien qui lui est dédié. Là, plus de drones dans cet espace aérien, en tout cas dans ce projet. C'est un drone dans l'espace aérien de l'aéronautique. Très bien, merci beaucoup Nicolas, merci Thierry pour cette intervention et puis tenez-nous au courant de vos projets, on aura peut-être l'occasion d'en reparler ici là dans les années qui viendront. Merci à tous, c'est la fin de cette première conférence. Merci. Merci, au revoir.